Les Instigateurs, podcast numéro 69. Aujourd'hui, on vous parle de comment être plus proactif au lieu d'être réactif. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What up, MD? Hello. En forme? Ça va bien, toi? Yes, sir. On essaye le format vidéo de nouveau. Donc, on avait déjà essayé, si vous avez entendu une couple d'épisodes passés, on avait essayé de faire un épisode vidéo. C'était un fiasco, ça n'avait pas fonctionné. C'était vraiment, on était comme, moi je crois dire ça, sur le bêta de Zencastr. Donc, Zencastr qui est le logiciel qu'on utilise pour enregistrer nos podcasts. Là, il y avait une fonction vidéo. Je pense pas que tu peux faire la post-production vidéo directement dans Zencastr. On va l'essayer, mais je pense pas. Je pense que c'est un processus manuel. Donc, en attendant, on vous promet pas une vidéo, mais, si ça garde main, maybe, on verra. Okay, mais la preuve que tu me l'apprends live, là? Mm-hmm. Wow! OK. Comment que ça arrive? Ton gars, t'as un gars, c'est-tu à Marie-Ève ou... Là, c'est à Marie-Ève. Pour ceux, dans l'optique où on ne garde pas la vidéo, présentement, je bois mon café avec une grande gêne dans une tasse de la petite sirène, parce que je ne pensais pas qu'on allait faire du vidéo ce matin, mais all good. Gotta own it. Your secrets are revealed. Oh my gosh! Je l'avais pas vu en plus. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Non, je sais. Je la gardais de côté. J'étais comme, je sais pas trop si on va le garder ou non. Fait que je vais... Si, dans l'optique où on le garde pas le vidéo, on va faire un maillot avec ça, on le verra pas. Mais je suis comme, gars, j'ai besoin de mon café ce matin. Mais d'un autre côté, c'est comme Marie-Ève, avec ses affaires de tout trail, puis le club, elle a rendu quand même à créer beaucoup de tout ce qui est tasse, puis du produit promotionnel. Fait que chez nous, on a deux formats de tasses. Les formats petites tasses en étain qui font très Pinterest puis qui look bien pour le classique outdooring, ou les grosses tasses qui sont des tasses de Noël, de poisson ou de patente de même de la petite sirène de genre Once I wake up, I will be part of that world. Je suis comme... Et ce matin, c'était un matin de gros café, donc j'ai dû me restreindre à la petite sirène. Donc, David, le Merman Switch est en train de se faire. Oh my gosh, oui, ça c'est vrai, j'ai oublié ça, le Merman. Moi, je suis sur une rotation de tasses. J'ai deux tasses à moi, je suis sur une rotation de tasses. J'en ai une que mes filles m'ont offert, qui est Best Dad Ever, tu sais, Classic Dad Mug. Puis j'en ai une autre, c'est une grosse noire, là. Mais quand elles sont sales, genre les deux, puis je suis trop large pour laver une de mes tasses, je pensais à la Karine. La cafetière direct. Non, c'est ça. Non, j'ai même pas de cafetière. J'ai un pour-over, j'ai juste un classique pour-over, fait que j'ai même pas de cafetière. Puis j'ai celle à Karine souvent qui est la même que la grosse noire, mais elle est blanche, ça marque Mom, Wife, Boss sur la tasse. Fait que souvent, c'est ça, là. Je pense que des fois, c'est pas de vidéo. On a juste plus d'ego, plus d'amour propre, plus de respect pour notre propre personne. C'est correct. Parlant de changement, man, félicitations, président chez Didact. Well, thanks. On peut l'annoncer? Comment? Est-ce qu'on peut l'annoncer? Ben, en tout cas, théoriquement, les employés sont pas au courant encore. Fait que, mais normalement, je pense, on est supposé leur dire la semaine prochaine. Donc, théoriquement, même que ça sorte. Ouais, mais quand ça sort, tu devrais être fine. Ouais, mais anyway, c'est inévitable. C'est comme l'oracle l'avait prédit aussi. Donc, there you go, this is what it is. Non, je vais m'arranger pour que ce soit connu des employés à ce moment. Ben ouais. So, président chez Didact, peux-tu parler un petit peu peut-être des changements qu'il y a eu chez Didact ou des choses qui se passent en ce moment qui t'ont amené à la présidence de Didact? Parce que là, t'étais quoi? T'étais CCO? COO.
COO? Ouais, aux opérations. OK. Et puis là, tu montes présidence. Donc ça va amener qu'est-ce qui va changer pour toi dans ton quotidien? Ben, c'est le long processus de se retirer de sa business, ne plus travailler dans la business, sur la business. L'année passée a été une grosse année, ça a quand même explosé. On a quand même grossi assez rapidement. Puis tu sais, pour ceux qui connaissent un petit peu le background, vous allez facilement faire 1+1. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, Didac, on a essentiellement 2 compagnies avec la même équipe technique. Donc, on a Didac, puis on a aussi Hooked, qui est une business de consultation. De là, dans le fond, c'est comme Didac demande plus de temps. Donc, tranquillement, on fait la transition, puis justement, on peut pas gérer une business de service de la même façon qu'une business de produit. Donc, ça a demandé une restructuration, ça a demandé une refonte de du org chart, de la structure organisationnelle, revoir les process, mieux mieux s'outiller pour être capable de mieux tracker et soutenir la croissance. Les enjeux à venir aussi font qu'on n'avait pas vraiment le choix de faire un switch dans l'optique où mars à mai l'année passée, ça a été la maudite folie, mais en même temps, nous, on est une business de récurrence. Donc, mars à mai, cette année, va quand même être très, je ne veux pas dire critique, là, mais c'est quand même une période très clé dans le développement et la croissance de la business, à savoir, les gens qui sont venus l'année passée, étaient-tu sérieux dans leur approche? Étais-tu justement réactif ou c'était proactif? Étais-tu là pour éteindre un feu de nos business sont toutes fermées, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'ils en ont profité pour mais tant qu'à faire un move, est-ce qu'on est sérieux dans notre mesure? Est-ce qu'on veut commencer à faire quelque chose qui va rester après? Donc, on commence déjà à voir et identifier ceux qui étaient purement réactifs, puis c'est toujours triste à voir. Puis ça, comme ce sera à la limite un sujet pour un autre topic, mais je me rends compte que je vis mal, même si j'ai une bonne distance avec la business, puis comme les opérations, je vis mal avec le fait d'avoir une business qui a des besoins réels, qui a les ressources à l'intérieur, partir juste parce que ce n'est pas valorisé en haut. Ouais. Malheureusement, on le dit trop souvent, là, les RH, c'est l'enfant pauvre d'une business. Il y a encore beaucoup de départements RH qui sont vus comme un département administratif. Moi, je fais une grosse distinction entre les ressources humaines et l'expérience employée, qui prend de plus en plus de place comme tendance, puis de voir que justement, des business de 400, 500 employés qui n'ont pas de système RH, qui n'ont pas de structure de formation, que les formations qui sont données sur un coin de table improvisé puis le strict minimum, je trouve ça terriblement triste, alors que je vois tout le potentiel. Puis je dis, ils ont déjà fait des choses. Comme que si vous l'avez utilisé pendant des mois au début, pourquoi ne pas garder ce momentum-là? Ouais. Plutôt que, il y en a qui ça fait 6 mois qui ont juste hâte de retourner dans leurs pantoufles. Là. Moi, dans ma tête, ça, c'est comme ça me mind blown. Là. Fait que. Ouais. J'ai l'impression que toi, tu sais, comme autant que moi, j'ai eu mon, je te dirais, mon social business awakening l'année passée. J'ai l'impression que pour toi, tout le côté, c'est ça, expérience employée, Chief Heart Officer te tient vraiment à cœur. J'ai l'impression que c'est un cheval de bataille, toi, que tu veux. Moi, je veux dire, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ma philosophie entrepreneuriale, de dire que non, la business, elle ne se développe pas. Je suis pas top to bottom, je suis bottom up beaucoup plus, de dire, gars, oui, l'idée, la vision part d'en haut, mais le crédit, en réalité, il vient de la base. Il vient des personnes qui exécutent, il vient des personnes qui opèrent la machine. C'est pas parce que tu as décidé où est-ce qu'on s'en va que tu te rends. C'est ça qui est super important à comprendre, à mon sens. Puis malheureusement, autant que j'ai des cas qui sont vraiment très le fun, puis j'ai des clients chouchous que je suis comme, pour vrai, c'est du bonbon, que j'en ai d'autres que je suis comme, sont dans la même position, à la limite, c'est le même marché, des compétiteurs, puis Chris, c'est 180 complet sur la façon de travailler, puis je suis comme, mais pourquoi je suis capable d'avoir des résultats excellents dans une business et pas dans l'autre, alors qu'ils sont dans le même créneau, même produit, même niveau positionnement? C'est pas la business c'est le problème, c'est les personnes qui la gèrent. Donc, puis ça, c'est quand même assez difficile à qualifier en amont. Donc, c'est ce genre d'enjeu que justement, là, faut mettre plus de temps, plus d'efforts. Donc, c'est pour ça un petit peu que la restructuration a eu lieu. Là.
Ouais, non, mais puis honnêtement, comme c'est une power move, définitive power move de passer à ça. Puis toi, tu sais que c'est tu le comprends, tu le vis, tu es capable de l'implémenter. Fait que je pense que c'est une bonne move que vous faites. Puis si vous allez montrer l'exemple fort probablement de ce qui doit être fait en matière oui, de ressources humaines, mais de gestion du capital humain dans l'entreprise. Fait que, good job, man. J'ai vraiment hâte de voir comment que ça, parce que tu as des bons concepts, t'as des bonnes frameworks, puis tu as des bonnes valeurs là-dessus. Fait que j'ai hâte de le voir déployer à Didacte à plus grande échelle avec la croissance. Au-delà de tout ça, j'ai surtout, je pense, la bonne équipe pour le faire. C'est pas, il y a des calls qui sont qui sont inconfortables, des choses qui sont pas nécessairement évidentes à mettre en place, mais pour l'instant, du moins, les gens me font confiance, les gens apportent leurs idées aussi. Donc, c'est ça, moi, ça aide à ma job. Parce que pendant longtemps, on a été une business qui était très gérée à l'horizontale. Donc, tout le monde est impliqué dans tout. Même des fois, ça amène des zones grises ou un petit peu des fois de statu quo parce que il n'y a pas vraiment de project leader. Mais d'être capable d'amener cette notion de plus leadership, accountability, sans perdre l'espèce de speak-up culture, moi, c'est super important. Là. Fait que, non, à voir, là, c'est ça. C'est comme, je vois ça comme des projets puis des défis complètement tout autres. C'est sûr, ça va me... Mais il y a une refonte à faire, tu sais, c'est parce que quand tu regardes à ça, quand tu es HR dans une plus grosse entreprise, c'est peut-être plus facile de développer un programme à grande échelle avec des frameworks, c'est pas plus rigide, mais tu sais, où la framework peut être, OK, c'est ça. C'est quand tu es une petite, moyenne entreprise, souvent tu as la proximité qui joue, tu sais, ça peut être un plus, mais ça peut être aussi un inconvénient ou dans le sens que tu es biaisé dans tes interactions et puis dans tes plans de croissance. Puis c'est là que tu t'alloues un petit peu plus de flexibilité. Je parle, tu sais, par exemple, Charles Davignon, ce qu'il est en train de développer, ce qu'on aide Charles à développer à Antilope, par exemple, ça va être intéressant parce que Charles est avant-gardiste dans sa vision, pareil, au niveau de l'expérience employée. Fait que je pense qu'il y a un beau modèle pour la PME à développer là-dedans. Même avec Marie-Ève, par exemple, le besoin est indéniable. Et surtout dans la PME. Le HR est quelque chose qu'on focus beaucoup sur la plus grande entreprise, sur la corpo, alors que la PME est comme, on néglige ce côté-là et il devrait pas, à l'heure d'aujourd'hui, il devrait pas, tu sais. Non, puis je veux dire, faut faire attention, tu sais, parce que la PME, trop souvent, on prend pour acquis que je suis une PME. Il y a des projets que je ne peux pas me permettre sans ayant vraiment regarder comme le côté technique de la chose. Des fois, on se rend compte que c'est plus facile. Fait que je veux pas que... C'est comme moi, c'est un de mes chevals de bataille de comme amener les PME à comprendre c'est pas parce que tu as moins de moyens que les grosses entreprises que tu peux pas avoir les mêmes frameworks tant que tu l'adaptes ou les mêmes types d'outils. Donc, c'est ça. C'est un petit peu... ça veut dire que c'est une job ingrate. Ça va faire 5 ans qu'on prêche contre le vent de notre côté. Puis comme même si ça fait 5 ans, on est encore avant-gardiste dans cette optique-là. Fait que c'est vraiment de jouer le marathon puis de dire quand ça va débarrer d'un coup. Il faut juste que notre positionnement soit assez fort à ce moment-là pour qu'on soit le respect. Ça commence déjà, tu vois, les têtes commencent déjà à dropper au niveau des conditions de travail, tu sais. Hashtag Julie Payette. Hashtag, il y en a une couple, c'était quoi, à Montréal, là, je sais, qu'est-ce qui était le nom encore? Anyway, mais tu sais, comme des conditions toxiques, au même titre que la santé mentale était comme, on n'y prenait pas nécessairement, tu sais, on prenait pas nécessairement ça au sérieux, voilà, 5 ans, puis maintenant tout le monde, c'est comme, OK, réalise que it's a real thing, puis something, il doit y avoir des choses qui sont faites à propos de ça. Fait, je pense qu'overall, pour toi, c'est old news, mais c'est avant-gardiste pour le marché. Puis honnêtement, c'est sûr et certain que vous allez là. Fait que, peut-être c'est un bon segue pour être proactif versus réactif, mais moi, je vois ce que tu fais là à Didacte, une macro-proactivité, si tu veux, qui est intéressante, qui est inspirante. Puis j'ai hâte que le monde puisse voir. Honnêtement, j'aimerais que tu commences à documenter ton approche avec Didacte. Tu sais, que tu nous donnes des updates ou des choses comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que il y a un angle qu'on est en train d'explorer présentement là-dessus, tu sais, justement, comme là, ça va faire 5 ans. C'est vraiment overkill, mais on est en train de développer notre culture book et notre brand book au complet. Puis au-delà de ça, comme moi, justement, c'est comme un projet bonbon que je regardais avec Marie-Hélène. Je suis comme, je veux qu'on le fasse pour nous, c'est notre projet bonbon, mais tant qu'à le faire, faisons l'exercice, documente chacune des étapes qu'on fait pour démontrer que t'as pas besoin d'avoir
sans employés avant de faire cet exercice-là. Tu peux le faire à plus petite échelle et de montrer, tu sais, justement, comme c'est pas la vérité absolue, mais nous, voici comment on l'a fait. Voici les étapes. Tu peux t'en inspirer. Fait que en effet, c'est quelque chose que je veux appliquer un petit peu plus. Puis après ça, parce que je veux pas m'éparpiller non plus, là. Fait que lorsque ça va être fait, bon, mais là, on va regarder un petit peu plus. Comme j'ai commencé à monter mon framework de développement continu de nos ressources. Donc, l'espèce de comparatif entre développement professionnel versus amélioration continue, le PDI, même le plan de développement individuel versus des compétences critiques de la business. Donc, c'est le genre de réflexion qu'il faut avoir. Mais, c'est comme c'est ça. C'est tout le temps un petit peu un défi de j'ai beau le faire puis l'expliquer. La journée que ça, c'est regardé par une business de 500 employés puis ça colle pas avec elle, faut pas que je me sabote parce que je pose des pratiques puis une vérité qui ne colle pas avec le type de client dans l'éventail que je vais aller chercher, là. Exact. Mais comme je t'ai dit, là, dans la PME, il y en a vraiment, vraiment besoin. Donc, moi, je trouve ça awesome, man. Good job to you, puis kudos. Je trouve ça fantastique, man. On va parler de réactivité versus proactivité parce que c'est un problème récurrent chez chez les entrepreneurs. Puis j'ai l'impression que c'est un switch qui va se faire à un moment donné dans la carrière d'un entrepreneur, surtout quand un entrepreneur va commencer souvent son entreprise, c'est une petite entreprise avec soit lui ou une couple de personnes comme ressources, mais souvent c'est géré très peut-être justement réactive. Le fait qu'ils ont la capacité de le faire jusqu'à un certain niveau, compense pour la réactivité, mais arrive à un moment donné où la réactivité a ses limites et généralement c'est soit il y a un changement majeur au niveau opérationnel qui se fait, soit on continue plus deep dans la réactivité, puis c'est là justement que l'entreprise a de la difficulté peut-être à survivre et à croître. Puis d'habitude, ça vient assez vite, là. Je te dirais que passer le 2 à 3 personnes dans une business, c'est là que honnêtement, comme la quantité de personnes à qui j'ai parlé récemment dans des appels exploratoires qui sont comme moi, ça existe-tu le concept, admettons, d'un directeur général que tu peux engager? Je suis comme, t'as pas besoin de ça. Si tu penses que c'est ça ton besoin, comment évaluer ton problème, en fait, là? Mm-hmm. Parce que justement, tu te rends compte que ben là, j'ai plus le temps pour gérer parce qu'on a trop vendu. Je suis comme, ouais, mais au final, c'est peut-être ça ton problème, là. T'as trop vendu d'éléments qui sont sûrement trop alimentaires. Donc, tu as l'impression que tu es dans le jus, mais pas tant rentable. Puis ça t'amène à pas avoir de temps pour faire une vraie structure avec ta business. Donc, il y a un gros effet boule de neige qui découle de ça. Puis malheureusement, cette réactivité-là nous amène dans des mauvaises pistes de réflexion très souvent. Ben, souvent, ce qu'on va voir, c'est que la piste de réflexion va être « je dois engager quelqu'un ». Et l'affaire, c'est que pourquoi tu engages quelqu'un, c'est pour justement t'amener plus de capacité. Donc, tu gagnes de la capacité, tu ne reclaimes pas, tu ne te réappropries pas du temps ou de l'énergie. T'sais. Donc, c'est important de regarder dès le départ, au niveau proactivité, c'est ne pas souvent attendre que shit hits the fan to do something. Puis ça, c'est la nature humaine, malheureusement, où on attend toujours la dernière minute, on attend qu'on ait un problème réel avant de faire de quoi. T'sais, où on attend qu'on est vraiment dans la marde avant de s'en sortir. Alors qu'il y a la gestion de charge de travail, startez-les aussitôt. Commencez avec des bonnes pratiques. Commencez avec des bonnes pratiques de gestion de votre énergie. Commencez avec des bonnes pratiques de gestion de votre temps. Ça peut paraître, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut paraître overkill quand tu commences parce que tu as la capacité de le faire. Mais si tu le fais pas, c'est 100% sûr, admettons que la croissance de l'entreprise soit raisonnable, tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce point-là dans ta carrière, tu sais. Puis je dis toujours, il y a 2 pain points majeurs dans la carrière d'un entrepreneur. Il y a ce premier pain point-là où on passe vraiment je te dirais, de solopreneur ou petite structure qui travaille à capacité, et on doit switcher pour justement pouvoir continuer à croître, et les changements qui doivent être faits au niveau du pre-scale. Donc, quand on arrive pour scaler, là, généralement, on arrive et on est jam-packed, puis le même problème à plus grande échelle se fait. Fait que si tu penses que le premier pain point était douloureux, le pain point qui te prépare à scaler est probablement 10 fois pire, tu sais. Donc, c'est genre les calculs rénaux de l'entrepreneuriat d'aller le pre-scale. Moi, j'ai détesté le pre-scale. C'est pour ça que j'ai pris la décision aussi, comme
probablement que je ne veux pas scaler une business. Puis quand je parle de scale, comme on parle de... Je pense que le mot scale est bâtardisé dans l'entrepreneuriat, où on en parle en tant que croissance. Moi, je le vois pas sur la croissance, c'est vraiment de l'hypercroissance. C'est vraiment quand on parle, OK, tu peux grossir ta compagnie de 0 à 1 million. Là, tu vas parler de croissance. Mais quand tu vas parler de 1 à 10 millions, passer de 1 à 10 millions, où tu mets les choses à l'échelle, c'est là que tu parles de scale. OK? Puis, tu dis, je l'ai monté à 1 million, je peux le monter à 10. C'est le next step. Well, guess what? Tu vas le monter. Si tu continues pareil, tu vas le monter à 2, tu vas te stretcher. Mais ensuite, pour le monter à 10, c'est une autre paire de manches. Et puis, tu ne te rendras pas, tu vas péter aux frettes. Puis honnêtement, ça dépend du type de business. Je sais que pour nous autres, c'est ça qui s'est passé à Bioptimizers, dans le fond, c'est que qui a motivé ma décision de vendre, c'est il y avait 2 cas de figure. On était au pre-scale et donc soit tu en fais une business self-driving style, qui est le type de business que moi j'aime, qui n'est pas nécessairement une business qui scale, mais c'est une business qui a une croissance constante, pas nécessairement une grosse croissance, mais une croissance qui te permet de faire croître, d'avoir un challenge de business. Soutenu, là. Tout soutenu, tout en gardant une qualité de vie vraiment intéressante. Et puis, les 2 autres partenaires voulaient vraiment, eux, scaler. Puis ce qu'ils ont réussi à faire, by the way, kudos à Matt P. Wade, 11 millions cette année, et ils shootent pour 25 l'année prochaine. Fait qu'ils sont vraiment sur une belle courbe. Mais bon, après, ceci dit, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des sacrifices qui ont été faits que moi, en tant que père de famille, j'étais pas prêt à faire, tu sais. Puis c'est ça qui a motivé ma décision. Mais en tout cas, c'est un petit segue. Mais ce que je veux dire, c'est que le premier pain point, si vous l'avez en ce moment, ne pensez pas que vous pouvez passer au travers juste en poussant un peu plus dur. C'est là que vous allez rentrer dans la zone du burn-out. C'est là que la burn-out zone commence. Et puis ça, tu peux rester perdu dans la burn-out zone indéfiniment si tu mets pas des systèmes en place et puis une structure qui fait du bon sens, surtout pour toi-même. Oui, puis tu sais, au-delà de la structure, c'est comprendre les vrais besoins de sa business. Là, comme il a fallu que je fasse 2 interventions récemment, puis justement, le constat était que tu es réactif que dans l'opération, que dans la prestation de ton service, puis que tu t'es mis capacité 100% de ton temps là-dessus, mais tu as des blind spots partout. Tu as une mauvaise gestion de tes finances, tu as une mauvaise gestion de comment est-ce que justement tout ton monde a opéré ça, tu as perdu ta clarté de vision même avec ta business parce que tu es trop rendu au niveau du sol à juste opérer. Donc, si vous, au moins, j'encourage vraiment pas ça, mais si vous voulez être réactif, au moins soyez réactif dans tous les besoins de votre business. Ne faites pas votre gestion selon vos besoins et intérêts personnels. On en revient encore à ça. C'est un topic qu'on a parlé quand même pas mal récemment, là, mais de se distancer de sa business. Vos intérêts sont différents des intérêts de la business. Donc, dans le meilleur des mondes, on veut être proactif, mais au moins, assurez-vous que si vous êtes réactif, que ça n'engendre pas d'angle mort. Parce que là, c'est encore pire. Vous allez non seulement vous mettre dans un burn-out technique, à cause de genre, justement, il y a trop de jobs à faire puis j'ai plus de temps. Mais vous allez vous ramasser dans une position fort probablement que aussi, mais si, ça fait 3 mois que j'ai pas pris le temps de regarder mes finances, puis non seulement je suis dans le jus bien raide, j'ai plus une crise de sang. Vous allez mettre en géopardie l'avenir de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. T'sais. Puis, moi, je préfère. Il y a 4 types de tâches entrepreneuriales. Je parle tout le temps, j'en parle dans mon livre, mais c'est que tous les entrepreneurs vont avoir. Il y a ce qu'on appelle les power moves, donc qui sont les tâches, si tu veux, qui vont faire avancer ton entreprise positivement, qui vont contribuer à la croissance. Donc, ce qu'on appelle les rocks, donc qui sont reliés à des projets spécifiques de croissance d'entreprise, parce qu'il n'y a pas une entreprise qui va croître en faisant toujours la même chose. Il va falloir innover, il va falloir amener, si tu veux, des nouveaux éléments à ton entreprise. Et il y a ce qu'on appelle les routines, qui sont des tâches opérationnelles obligatoires, donc qui sont obligatoires pour le bon fonctionnement de ton entreprise. Des tâches, le problème de ces routines-là, elles sont souvent non optimisées. Donc, elles deviennent réactives par nature juste parce qu'elles ne sont pas optimisées. Et donc, ça, c'est important de mettre ces tâches-là. Par exemple, tu parles des finances. C'est important d'avoir une routine financière. Donc, par exemple, d'amener une routine où vous allez regarder vos KPIs, soit tous les jours, soit toutes les semaines, ou peu importe. Vous allez regarder votre PNL
à chaque mois. Vous allez faire vous pouvez avoir même un dashboard que vous consultez, etc., mais vous devez amener des systèmes ou optimiser des systèmes pour pouvoir maximiser ces power moves-là. Le problème, c'est que les deux autres types de tâches, ce qu'on appelle les drifters, ce sont les tâches qui vont vous faire justement pivoter vers le burnout zone, pivoter vers le dark side de l'entrepreneuriat dans un sens. Parce que vu que votre compagnie évolue, il y a des tâches réactives qui sont des byproducts, dans le fond, des produits, c'est quoi le français pour byproduct? Pardon? Des produits dérivés. Des produits dérivés, dans le fond, de vos opérations, et elles vont arriver massivement sur votre plat, dans votre plat, tous les jours. Donc, il faut des systèmes aussi pour prendre soin de ces tâches-là. Et le gros problème aussi souvent, puis souvent c'est le problème des petits entrepreneurs ou même des solopreneurs, c'est ce qu'on appelle les tâches, les responsive tasks, donc tout ce qui est communication. Puis le problème, c'est qu'on est dans un monde maintenant de plus en plus connecté virtuellement. Fait que tu as du DM, du project management, etc. On va penser qu'on fait un bon coup, si tu veux, en mettant ensemble toutes sortes de petits systèmes de communication rapide, puis ça end up justement à nous bouffer pas mal tout notre temps. Là, t'sais. Donc, la chose à faire, c'est d'identifier, d'être surtout proactif au niveau de, la gestion de charge de travail. Donc, qu'est-ce que je dois mettre mon focus dessus pour les prochains, par exemple, 90 jours ou prochains mois ou prochaines semaines, etc. Donc, être très proactif là-dessus et aussi d'être proactif sur quelles sont les tâches récurrentes dans mon entreprise, être proactif sur la documentation et proactif sur le process utilisé pour pouvoir justement performer ces tâches-là. À partir du moment où il y a un contrôle sur ces deux types de tâches-là, là, maintenant, c'est important on sait qu'on a déjà la porte où il faut vraiment consolider, je dirais, ces power moves-là et ensuite s'attaquer aux drifters et faire sûr qu'on ne drift pas off course à cause des tâches réactives. Puis c'est sûr qu'il y a des business, il y a des modèles d'affaires qui sont plus enclins à ce style de gestion-là. Très souvent, quand que je vais parler de ce type d'approche-là, la première affaire qu'on va me dire, c'est moi, je suis une personne seule ou je suis 2, 3, on a une business de service, on peut pas se permettre ça. Nous autres, on fait de l'argent quand on vend des heures. Déjà là, c'est un problème. Oui. Puis sinon, pour une business de service de petite échelle, la réalité, c'est que si votre business n'est pas rentable, si vous êtes à 70% de capacité, votre business n'est pas viable à long terme, pour l'instant. Vous devriez, puis c'est comme, je dis ça, mais en étant comme moi-même, pas cordonnier mal chaussé, mais ça fait partie de mes enjeux, de la façon qu'on doit changer notre style de gestion. Quand on passe de Hook à Didac, parce que justement, Hook, c'est un business de consultation, on vend des heures, on veut maximiser ça. Didac, c'est plus ça, c'est plus dire, je mets 1 heure, ça vaut tant. On build sur le compound interest de sign-up. Fait qu'il faut commencer à changer notre gestion de charge pour dire, on ne se planifie plus à 90%, on se planifie à 70%. Parce que justement, on sait que s'il arrive un bug, automatiquement, il ne faut pas tomber à 110% d'overload. Ouais, parce qu'on ne peut pas garder cette marge-là. Puis en même temps, on prévoit pour le pire, mais on a tout le temps la marge de ce 30%-là là, qui est réservé pour travailler sur ma business, sur les supports, sur les bugs. S'il n'y en a pas à faire, c'est du playtime. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans une business. Vous ne manquerez jamais de travail. Donc, de là, t'es mieux de dire, regarde, moi, mes choses sont timées, sont toutes arrimées pour que, à 70% de charge, on atteint nos objectifs. Ouais. Si jamais il y a quelque chose qui prend du retard, il te manque une information qui fait qu'il faut que tu repousses ou peu importe, justement, t'es pas dans la marde parce que tu as ce jeu-là. Puis tu peux commencer à être plus proactif de dire, ce 30%-là, dans l'optique où j'ai rien, qu'est-ce que je voudrais faire avec? Faut pas que, lorsque tu as du temps de lousse, tu te demandes qu'est-ce que je fais maintenant? Faut que tu sois déjà planifié pour que tu prennes action rapidement. Pour te protéger du coût et du temps de réflexion. Et aussi, très souvent, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est que si c'est pas déjà clarifié, tu vas faire beaucoup de ce qu'on appelle du context switching. Tu vas dire, OK, là, j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas juste prendre des petits quick wins qui te donnent l'impression que tu fais quelque chose. Mais tu bâtis rien de soutenable et vraiment de significatif dans ta business. Tu fais du petit ménage, that's it, mais ça n'a pas de vraie valeur à long terme. Donc, non, parce que tu ne focuses pas sur les choses importantes dans ton entreprise. Puis ça, c'est important. C'est vraiment bon ce que tu dis, tu sais. Planifiez-vous à 70% parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous demander de faire un exercice de nettoyage. OK?
regardez tout ce que vous avez sur votre, devant vous, le tas de tâches que vous avez devant vous, puis dites-vous, OK, je dois en trimer au moins, on va dire, 30% de ce tas-là. Vous allez devoir prendre des décisions. Puis vous allez voir le type de tâches que vous allez dire, OK, ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et si vous vous dites, sur ce qui reste, ça doit être majoritairement des tâches reliées à la croissance de l'entreprise, ben guess what? C'est là que vous allez commencer à, mettre des bons systèmes en place, mais aussi, si vous êtes en position d'engager, que vous allez engager les bonnes personnes ou les personnes pour faire les bonnes tâches et pas nécessairement augmenter votre capacité de prendre soin d'un plus gros tas de tâches. Tu comprends-tu? Oui. C'est ça, c'est souvent le gros problème. Une personne va engager ou même surengager, mais ne pas amener de structure à sa croissance, et ça va revenir exactement au même point. Donc, vous allez encore arriver plus deep en pensant que vous faites un bon coup. Vous allez encore tomber plus creux dans la zone du burn-out ou dans la zone d'overwhelm. Oui, puis le problème avec ça, c'est que justement, du fait que tu fais que des petites tâches dans ton 30% ou ton temps lousse, il ne vaut pas 30%. Parce que, justement, pour closer la boucle du context switching, ce n'est pas vrai qu'une tâche qui te prend 15 minutes à faire te prend 15 minutes à faire. Elle te prend très souvent le double. Le temps de te mettre à jour sur, OK, là, j'ai du temps de lousse, c'était quoi que je devais faire? Donc, te remettre à jour sur qu'est-ce qui doit être exécuté, faire l'exécution. Ensuite, OK, replanifier, redemander qu'est-ce que je dois faire maintenant, le temps de rechercher. Donc, ce temps-là, avant et après exécution, c'est du temps qui est perdu qu'on ne voit pas. Donc, ton 30% de lousse, si tu dois le réfléchir, il vaut peut-être 15-18% au final. Le context switching dans une business de service, ça coûte très, très cher, puis on s'en rend pas compte. Fait que de là, essayer d'avoir vraiment comme... on fait attention avec la notion des backlogs, là, donc de dire, je vais voici une liste d'épicerie de choses que je dois accomplir. Chose que de plus en plus, moi, j'essaie de mettre de l'avant, ben c'est ça, c'est par trimestre, au minimum, j'ai un objectif d'affaires clair, et de là, quand je fais ma planification trimestrielle, je suis comme, bon, mais voici mes gros projets, petits projets, puis sinon, j'épure mon backlog. Plutôt qu'aller regarder, j'ai du temps de lousse, voici 100 items que je peux faire, ben s'il est déjà prédivisé à 10, 12 affaires, je perds moins de temps. Exactement. Et puis, mais pense-y, si si ta charge de travail même, c'est ça l'affaire, si ta charge de travail proactive est maxée à 100%, c'est garanti que ton backlog, oublie ça. Tu ne touches jamais, puis ça devient démotivant, puis c'est comme, fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de gain réel à ça. Puis il y a le sentiment que tu catches, que tu n'es jamais en mode, tu es toujours en mode survie et non pas en mode, hey, j'accomplis, en fait, je suis en train de travailler sur des choses que je devais travailler dessus depuis longtemps, tu sais. Donc, il y a tout ce côté-là, je pense, c'est ça, de gestion de charge. Puis on est tous, honnêtement, on est tous différents au niveau de la gestion de charge de travail. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs d'entreprise, si tu veux, à grande échelle, si tu veux, de projet. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne aura la même charge de travail. Tu sais, il y a des personnes pour qui, admettons, tu regardes une personne, j'adore me donner des projets à une personne qui va être dans le service clientèle, par exemple. Okay? Mais le service clientèle est réactif par nature. Fait que tu sais que la charge de travail proactive ne pourra jamais être maximisée ou à la hauteur d'un chargé de projet, admettons. Tu comprends-tu? Fait que c'est important d'évaluer ces choses-là par rapport à notre position dans l'entreprise, mais aussi ce qu'on veut accomplir, puis nos capacités. Tu sais. Si vous êtes un entrepreneur, un solopreneur, il y a différents paramètres à regarder au niveau de votre charge de travail. Tu sais, par exemple, à EFIC, on travaille avec les l'analogie des 3 buckets. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir avoir 3 buckets. Des fois, ça veut dire que vous en allez avoir un bucket. Tu sais. Des fois, vous en allez avoir 2, tout dépendant du contexte dans lequel vous êtes. Non, absolument. Là. Donc, on peut faire les éloges d'être proactif le plus possible. Je pense qu'il n'y a personne qui va jamais s'opposer contre justement comme bien travailler puis être en avance puis éteindre pas de feu. On comprend, on le réitère, là, on comprend que ça arrive. Là. Mais la réactivité ne devrait pas être la méthode de base de gestion. La réactivité devrait être de l'exception. On sait que ça arrive, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être constant. Si ça devient votre réalité, théoriquement, si vous êtes un bon entrepreneur, c'est supposé être un drapeau jaune, voire drapeau rouge. C'est supposé, votre réflexe d'affaires, lorsque vous sentez que vous êtes à bout de souffle parce que vous êtes toujours réactif, devrait être de vous mettre à l'horaire un temps d'arrêt.
La première proactivité là, à avoir pour briser ce cycle-là, là, c'est pas de planifier, commencer à planifier des affaires d'exécution, c'est de planifier un temps d'arrêt. Parce que fort probablement que ça fait très longtemps que vous avez jamais été au menu pour juste faire l'état de la situation. Pour planifier des choses de façon intelligente, il faut être capable d'avoir une bonne compréhension du problème actuel. Fait que n'ayez pas peur de vous mettre à l'horaire, de vous forcer. Un temps d'arrêt, c'est pas du luxe. C'est nécessaire, c'est stratégique, ça vaut la peine parce que justement, présentement, si vous êtes dans une business réactive, vous avez perdu fort probablement la compréhension de qu'est-ce qui est important pour de vrai. Tout a l'air important, tout a l'air pour hier, ce n'est pas vrai. Vous êtes rendu biaisé émotivement. Temps d'arrêt, on fait l'état de la situation, qu'est-ce qui compte pour vrai? Dans les urgences que j'ai gérées dans les derniers temps, quelles étaient les urgences pour moi et non pas des urgences pour mon client? Ouais. Qu'est-ce qui a amené ça? Et qu'est-ce qui doit être mis de l'avant pour ne pas que ça réarrive? Mais tout ça part sur la prémisse de on prend le temps de juste faire état de la situation. Là. Puis ça peut être, tu sais, comme... Puis je suis le premier à dire que je ne l'ai pas tout le temps en fait. Même récemment, tu sais, je dis toujours comme essayer d'avoir une semaine au trimestre pour justement prendre le recul. Puis des fois, ben justement, on est dans le jus où il y a un momentum qui est intéressant, puis tu veux pas perdre ce momentum-là. Mais gardez-vous peut-être même un minimum de 3 jours off de un. C'est pas juste de recharger ses batteries, c'est de se distancer, si tu veux, de la business, puis de voir des choses que tu vois pas quand tu es dedans. C'est là que tu peux avoir vraiment de la proactivité. Amenez-les à plus grande échelle si vous pouvez, comme genre une semaine aux 90 jours. Moi, j'aime cette approche-là parce que 13 semaines, tu as sur 13 semaines, tu fais ton plan sur 12 semaines, tu sais que ta 13e est très tu te ressources et tu te retires de la business. Ce que j'aimerais ramener, ben, moi, personnellement, là, c'est du Think Week complet, là, comme un deep, c'est Bill Gates style Think Week. Là. Bill Gates, ce qu'il fait, je pense que c'est 2 fois par année, il s'en va sur une espèce de petite île, je pense que c'est à Washington State, et puis ce dude-là boit, c'est-tu de la Pepsi ou du Coca-Cola qui boit comme full sucre, comme en tout cas, vous pouvez faire regarder ça, Bill Gates Think Week sur YouTube, en tout cas. Mais il va se s'encabaner, littéralement, dans une espèce de petit chalet totalement... puis toi, Mathieu, t'aimerais ça? Isolé. Puis il pense à des choses qu'il penserait pas dans la vie quotidienne parce que, justement, il y a toujours des éléments de comme des meetings, des choses qui vont le sidetracker. Et il ramène ça vraiment à l'essence de sur quoi il doit travailler. Là, puis quand tu as des capacités de travailler sur des projets à grande échelle comme ça, qui font que tu es aussi, comme on n'est pas tout le Bill Gates, on s'entend, là, mais que vous êtes capable de, si vous êtes un bon entrepreneur, vous devriez être capable de travailler à cette altitude-là. Donc, c'est de ramener ça vraiment à se détacher complètement puis d'amener une Think Week. Fait que, je vais essayer, moi, c'est pas facile avec les enfants, mais je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment ramener. Puis éventuellement, faites-les même tout seul, comme soyez comme seul dans le processus. T'sais. Même si avec Karine, on va se prendre du temps off ou des moments donnés je dirais, d'altitude dans la business, des business detox, comme j'appelle, mais des Think Week, là, faut que vous le fassiez par vous-même. C'est tout le temps comme mettre en perspective la taille, le scale de votre business versus le requis. C'est comme, et non, on n'est pas tous des Bill Gates. Si Bill Gates a besoin d'une semaine pour arriver à des résultats intéressants pour une business qui ont je ne sais pas combien de branches d'affaires et de milliards d'évaluations, d'après moi, si vous faites juste une journée par mois, là, à la grosseur de votre business moyenne, ça devrait être déjà un pas pire gain. Yep. Fait que, non, c'est ça. Mettons, moi-même, je suis d'accord que c'est quelque chose que... C'est une des raisons pour laquelle, justement, comme le projet du chalet me reste en tête parce que je sais que j'en ai besoin puis que je suis trop gratteux pour payer un chalet. Oui, mais c'est là ta monétisation pourrait être intéressante là-dessus. Tu pourrais, avec le Think Week chalet, genre, où tu loues ton chalet pour des Think Week. Mon chalet qui a l'air fini, là, dans ma tête, il se repaye tout seul, là. Parce que, justement, comme j'y vais une semaine, une fin de semaine pour moi, puis genre, faire des petites retraites plus rustiques avec juste 2-3 personnes. Regarde, si tu viens, là, puis moi, je travaille sur mes affaires. Je te donne une coupe de cue par avec ça, puis si t'as de quoi, tu lèves la main, je suis à côté de toi, je te fournis le café. Puis juste genre, une espèce de think tank à 2-3 personnes, remote, loin de tout. Ça, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui me drive vraiment beaucoup, là.
Ouais, mais j'aime. Ouais, faut faire attention. Sortir le monde, tu sais, justement, je veux pas un chalet qui est beau, je veux pas un chalet qui est propre, je veux ça. Moi, tu sais, j'en ai pas besoin. Puis tant qu'à avoir quelqu'un, je veux le mettre dans l'inconfort. Ouais, mais il faut que tu aies un minimum de confort quand même, je pense. Oh, je veux dire, Parce que si tu sors la personne, mettons une Think Week, puis tu sors la personne de son confort complètement, tellement remote, elle va passer 2-3 jours à essayer de se trouver des repères dans un. Elle va être en survival mode. il va savoir qu'il va manger 3 fois par jour puis dormir sur un matelas, là. C'est correct, là. Règle numéro 1 du chalet à Mathieu. Bon, ben, on va vous montrer comment éloigner les coyotes la nuit. Il y a genre une journée de formation au complet, là, où on t'apprend à tuer des animaux sauvages et puis à de trapage pour venir. Du trapage, mais aussi comme t'as pas de bouffe fournie, fait qu'il faut que tu te nourrisses de la terre, fait qu'on va t'apprendre justement à goter des rongeurs. Je fais quand même. Mais ce serait drôle, anyway. Oui. Il y a un concept à explorer, là. Ouais, il est dans ma tête. Il est déjà pas pire exploré, puis je regrette de pas. En tout cas, c'est ça. Je suis allé en enchère sur un chalet récemment, j'ai perdu, je m'en veux encore, parce que triste que ça aurait été parfait. Mais bon, meilleure chance la prochaine fois. Time is gonna come, man. Avant de rapper, un élément que je veux que les gens fassent un diagnostic de leur situation. La réactivité, est-ce qu'elle vient des clients ou elle vient de votre environnement? Un élément qu'on sous-estime très souvent. Les gens, je veux dire, ne pas contrôler l'environnement qui veut vous aider. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous êtes au courant des gens qui parlent de vous, de comment ils parlent de vous, des engagements face auxquels ils vous poussent sans que des fois même vous le savez? Parce que très souvent, la réactivité, mettons, moi, dans ceux que je vois beaucoup en approche de service, meilleur exemple, là, vous faites trop de soumissions pour rien. Les soumissions, est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un besoin ou c'est parce que c'est sûr que, tu sais, oui, il y en a toujours qui vont arriver à cause du besoin du marché, sûr et certain. Mais en même temps, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne communiquez pas bien, à la limite même votre succès, ça peut avoir un impact négatif parce que de là, les gens vont pas savoir de comment est-ce qu'ils doivent parler de votre business quand vous référez des gens. Il y a des personnes que j'aime d'amour, là, mais je sais que ça me sert à rien de les référer, sont sold out. Je vais leur envoyer quelqu'un qui va être insatisfait ou déçu parce qu'il va se faire dire non. Fait qu'il y a personne qui gagne de ça. Donc, assurez-vous que quand vous parlez de votre business, les gens comprennent si, présentement, vous avez de la place, comment parler de votre business, à qui en parler aussi pour couper le plus de bruit possible. Parce que ça s'en est rendu. Puis ça, c'est autant votre entourage que des fois même juste des partenaires, là. J'aide quelqu'un présentement qui est dans le jus puis qui est débordé puis qu'il faut faire la structure organisationnelle au complet parce que ses partenaires, elle subit ses partenaires. Ils l'engagent dans leur offre de service puis elle l'apprend juste trop tard puis le commitment et je suis comme tout ça ne fait pas partie de tes enjeux. Tu les subis parce que tu n'as pas le contrôle sur ton environnement qui t'amène dans la réactivité. Donc la réactivité, c'est pas ça commence pas toujours de l'intérieur. Ça, c'est un élément qui est super facile à contrôler. J'aime beaucoup ça. Donc, mission de la semaine, identifier ces choses-là. Et puis, essayer de couper la réactivité. Regardez, c'est ça, faites un assessment, une évaluation de votre situation actuelle et voir, est-ce que vous sentez que vous êtes proactif dans votre business ou est-ce que vous sentez que vous êtes réactif? Je bite que pour les 3/4 des gens vont se sentir réactifs, mais c'est de savoir où et pourquoi. Et à partir de ce moment-là, commencez à faire N'attendez pas que vous soyez à genoux, brûlés avant de le faire. Ça, c'est peut-être mon conseil que je veux que vous ressortiez avec aujourd'hui, c'est n'attendez pas la dernière minute. Soyez proactif à être proactif. All right, mon chum, bonne fin de semaine. Félicitations encore une fois. El Presidente. Thank you. T-shirt El Presidente. Oh my God. Chris, moi, patience avec tes gilets. Yes. J'ai tellement d'idées pour des... non, écoute. Mais je pense que si on peut arriver... le jour où on passera le 1 million de downloads au podcast d'Instigateur, voici, le jour où on passera le 1 million de downloads, il y aura une business, t-shirt business. OK. Tu veux comment je suis pas inquiet de ce chiffre-là. Fait que à l'aise avec ce concept. Ouais, fait que là, j'ai l'impression que ça va t'enlever la pesanteur de devoir le faire. Et puis, peut-être que tu vas t'ouvrir à la possibilité éventuellement.
l'ouverture, clairement, ma force. Quand j'ai déjà décidé que c'était non. C'est correct. Au pire, je t'en enverrai juste à toi. Ouais, les amigos, bonne semaine à tous et on se reparle la semaine prochaine. Salut! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.